Célèbre. Notre organisme, dis-je, célèbre cette année notre 20e anniversaire de fondation. Ce qui veut dire 20 ans d'activités et de projets de toutes sortes pour répondre aux besoins des personnes âgées. 20 ans de bénévolat, de personnes qui ont accepté de s'engager pour permettre à l'organisme de remplir sa double mission. Une double mission, c'est-à-dire la lutte contre l'âgisme et puis l'amélioration du bien-être des aînés. Et 20 ans aussi de soutien financier de la part notamment des fondations du groupe Maurice et de Sibilla S. Alors, c'est ce qu'on célèbre, ce 20 ans de fondation de l'OVS. Ce soir, nous allons parler de l'agisme qui se tourne vers soi, c'est-à-dire l'auto-agisme. Mais avant ça, c'est sûrement recommandé de parler un peu de l'agisme. Alors, l'agisme, c'est une discrimination en raison de l'âge. Et l'agisme est basé sur les stéréotypes, c'est-à-dire c'est un ensemble d'idées, de préjugés, de croyances qui sont souvent fausses en raison de l'âge. On connaît bien les exemples d'agisme. Les vieux conduisent mal leur voiture. Les personnes âgées sont toujours malades. Les personnes âgées passent leur temps à jouer au bingo ou encore à se rassembler dans les centres commerciaux. Alors, ce sont des phénomènes d'agisme et on a eu un rapport d'un sondage de Léger qui nous parle justement de l'agisme et on mentionne que 89% des Canadiens associent le vieillissement à quelque chose de négatif, comme le fait de ne pas être capable de se déplacer facilement ou encore la perte d'autonomie ou encore la solitude. Alors, le sondage, c'est une des données du sondage. Il y a une autre donnée, la moitié des Canadiens, 51%, disent que l'agisme est le préjugé social le plus toléré en comparaison avec la discrimination fondée sur le sexe et la race. Ce qui veut dire qu'on entend parler beaucoup de racisme. C'est très, très répandu, mais on accepte le fait que le racisme est quelque chose qu'on doit fuir, évidemment. Mais pour l'agisme, c'est comme s'il y avait une tolérance. On dit, oh, mais c'est pas grave, ce sont des personnes âgées, on peut dire à peu près n'importe quoi sur les personnes âgées, ce n'est vraiment pas grave. Alors, donc, c'est ça le phénomène de l'agisme. Quand est-ce que cet agisme devient auto-agisme? Eh bien, comme on l'a dit, c'est le phénomène de l'agisme qui se retourne vers soi-même. Si je dis, par exemple, les personnes âgées sont des personnes souvent dépendantes. Alors ça, c'est une marque d'agisme. Ça devient auto-agisme au moment où je me dis moi-même, je suis une personne âgée, c'est normal que je devienne dépendante, que je perde mon autonomie. J'intériorise un phénomène d'agisme. Si je prends mon exemple de conduite automobile, les personnes âgées conduisent généralement mal, l'agisme. Si, de l'autre côté, une personne se dit
Je suis âgé, puis c'est normal que je conduise mal ma voiture. À l'intériorise un phénomène d'âgisme, c'est de l'auto-âgisme. C'est la même chose, comme exemple d'auto-âgisme. Jacqueline, par exemple, qui a 75 ans, va se dire, moi, je suis trop vieille pour apprendre l'espagnol. On apprend l'espagnol quand on a 50 ans, on n'apprend pas l'espagnol à 75 ans. Phénomène d'agisme, d'auto-agisme, pardon. Même chose pour quelqu'un qui se dit à 80 ans, moi, je peux pas m'acheter une tablette parce que les tablettes, c'est compliqué, puis c'est pas fait pour les personnes âgées. Moi, je suis trop vieux pour posséder une tablette et m'initier à l'informatique ou au numérique. Alors, ce sont donc des exemples d'auto-agisme. On en donnera d'autres un petit peu plus tard. Si je regarde, oui, ma première diapositive, alors oui, c'est ça. Alors, on a vu un peu ce que c'était que l'agisme. C'est une forme de discrimination qui est très répandue et on a donné des exemples d'auto-agisme. Et j'ai déjà moi-même entendu, par exemple, une personne me dire, je suis devenu un fardeau pour la société. Alors, une discrimination tournée vers soi-même, un préjugé que j'alimente moi-même. Parce que c'est faux de penser que les personnes âgées sont un fardeau pour la société. En général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, évidemment. C'est certain qu'il y a plus de maladies, de problèmes de santé chez les personnes âgées que chez les jeunes. Mais en général, c'est faux de dire que les aînés sont un fardeau pour la société. Au contraire, ils sont, par exemple, un rouage très important de l'économie. Alors, c'est eux qu'on retrouve dans les restaurants, c'est eux qui voyagent, ce sont eux qui voyagent, pardon, et ce sont les mêmes aînés qui vont aider, par exemple, leur petit-fils à faire des travaux, à faire leurs devoirs, etc. Donc, c'est faux de penser que les personnes âgées sont un fardeau pour la société. Ce qu'il y a de fondamental dans le phénomène de l'auto-agisme, c'est l'idée de l'identité. Alors, l'identité, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons, ce que nous ressentons. C'est notre métier, celui qu'on a exercé, notre profession. Ce sont nos expériences diverses. L'identité, c'est notre être. C'est notre passé, c'est notre présent également. Et dans le phénomène de l'identité, il y a ce que j'appelle un grand virage, c'est la prise de la retraite. Si je suis, par exemple, un professeur, j'ai enseigné pendant 35 ans, et je prends ma retraite, je perds une partie de mon identité. Je ne suis plus professeur. Alors, il y a un pan de mon identité qui disparaît en quelque sorte. Alors, on pourrait prendre d'autres exemples au sujet de ce virage que représente la retraite. J'avais un groupe d'amis, de professeurs quand j'étais dans l'enseignement. Et avec la prise de la retraite, eh bien, je risque de perdre de ces amis. Alors donc, c'est un virage, la retraite, c'est un virage qui affecte beaucoup l'identité. Alors, il faut, à beaucoup d'égards, il faut comme se reconstruire un peu au moment où on prend sa retraite pour se forger une autre identité en quelque sorte.
Alors, il y a deux aspects essentiels à cette identité. Il y a l'image de soi et puis il y a également l'estime de soi. Alors, l'image de soi, c'est l'idée que l'on se fait de soi-même. C'est un peu comme un miroir. Qui je suis exactement? Alors, je suis évidemment une personne grande ou petite, avec un certain poids, avec des caractéristiques physiques très, très précises, cheveux châtains, cheveux noirs, cheveux blancs, peu importe. Alors, c'est mon image de moi-même. Alors, l'image de soi. Alors, l'image de soi, on a tous évidemment une image de soi. Et cette image de soi, eh bien, elle comporte évidemment des éléments extérieurs, mais elle comporte aussi des éléments d'intériorité. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, ça fait partie, ça, évidemment, de mon image de soi. Cette image de soi, elle évolue avec le temps. J'ai parlé de retraite. Alors, au moment où je prends ma retraite, l'image de soi, elle va devenir quelque peu différente. À ce moment-là, je n'aurai pas nécessairement la même image de moi-même parce que j'ai perdu mon métier, j'ai perdu ma profession. Alors, voilà donc pour l'image de soi. L'estime de soi. L'estime de soi, autre volet, si vous voulez, de l'identité, c'est la capacité de s'aimer. C'est la capacité de croire en soi, en ce que l'on fait. Alors, l'estime de soi, c'est beaucoup plus profond que l'image de soi. C'est parce que c'est ce que de fondamental en nous-mêmes, l'estime de soi. Alors, notre estime de soi, eh bien évidemment, elle est fabriquée, si je peux dire, par notre éducation, par l'exercice de notre métier et aussi par nos expériences diverses. Alors, c'est fondamental, cette idée d'image de soi. Alors, ce qu'il y a d'assez essentiel, c'est que ces deux éléments, l'image de soi et l'estime de soi, nourrissent en quelque sorte notre personnalité. Et quand on vieillit, évidemment, ces deux concepts subissent des contre-coups. Alors, on dit que justement, c'est là qu'on voit évidemment l'aspect néfaste de l'âgisme qui vient de la société, ou encore ce que l'on peut penser soi-même, l'auto-agisme. On voit que ces deux éléments sont essentiels. Alors, je vais citer ici quelques mots de Denise Dubé, qui est une psychologue de Laval, et elle écrit ceci: « Les attitudes et les stéréotypes négatifs ont un effet néfaste sur l'estime de soi et l'image de soi des personnes âgées. En dévalorisant les personnes, les attitudes négatives nous empêchent de reconnaître leurs capacités réelles, leur potentiel et leurs valeurs. » C'est sûr que personne n'est né qui entend dire « Ah, ben les vieux sont malades, sont très souvent malades. Les vieux coûtent très cher au système de santé. Les vieux ne travaillent pas et puis ne contribuent pas à la société. » Ce sont des fausses croyances
et ça finit par affecter, évidemment, les aînés. Alors donc, ces réactions âgistes, eh bien, détruisent en quelque sorte, à petit feu, détruisent lentement ou peuvent détruire ce qu'on appelle l'identité. On continue avec l'avancée en âge. Alors, l'avancée en âge, bon, on n'a pas le choix. Quand on vieillit, les choses changent. Notre vie est appelée à changer. Plus on vieillit, plus il peut y avoir des changements. Alors, il y a une idée, un concept qu'on appelle les pertes du vieillissement. Alors, les pertes du vieillissement, d'abord physiquement, c'est souvent tout ce qui touche le sensoriel, c'est-à-dire la vision et l'audition. Alors, la vue devient moins bonne et puis il y a également très souvent des pertes auditives. Et les pertes auditives, à partir de 75 ans, il y a un assez bon pourcentage de personnes qui entendent mal. À 80 ans, on dit qu'à peu près 80%, à 80 ans, 80% des personnes ont des ennuis auditifs. Et à 85 ans, évidemment, ça augmente. Ce qui fait que, rendu à 85-90 ans, il y a un très, très fort pourcentage, peut-être de l'ordre de 85%, 90% des personnes qui entendent moins bien, à des degrés divers. Je ne veux pas dire qu'à ce moment-là, que toutes ces personnes doivent porter des prothèses auditives, non. Mais il y a vraiment un problème sur le plan auditif. C'est un peu la même chose pour la vision. La vision devient moins bonne. Et souvent, on va avoir des problèmes de dégénérescence maculaire ou encore de glaucome. Alors, si on pousse évidemment les problèmes de vision à un degré assez élevé. Alors, c'est certain que les pertes du vieillissement touchent beaucoup à notre identité. Et bien sûr, il y a des compensations ou encore il y a des moyens de contourner ces pertes du vieillissement. Du côté de la vision, bien, on fait des progrès immenses du côté de l'ophtalmologie et on fait aussi des progrès du côté des pertes auditives. Les prothèses auditives sont devenues très performantes. Alors donc, il y a toujours possibilité de compenser, mais il reste que ce sont des changements qui jouent forcément sur notre santé mentale. Et puis, bien sûr, avec les déclins physiques, il y a aussi parfois les difficultés cognitives. La mémoire est moins bonne. Et puis, on peut ajouter aussi des problèmes qui rejoignent les maladies graves comme la maladie d'Alzheimer. Alors, donc, ce sont des phénomènes qui vont faire en sorte que il est facile, ça devient facile pour les personnes, surtout les personnes assez âgées, 85 ans et plus, de s'auto-déprécier, de dire, ah, ben moi, là, non, moi, je suis plus capable d'étudier, d'apprendre quelque chose parce que je suis trop vieux, j'ai 85 ans, je suis trop vieux. Alors donc, phénomène un peu d'auto-agisme. On a évidemment plusieurs exemples. J'en ai donné au début, j'en ajoute d'autres exemples d'auto-agisme.
j'ai vieilli, mais c'est plus comme avant. J'ai changé. Le temps ne passe plus vite, je n'ai rien à faire, je m'ennuie. Alors, une dépréciation de soi-même. Les vieux sont les parasites de la société. Je pense que les vieux sont les parasites de la société. Voyager à mon âge, ça comporte trop de risques. Je ne suis plus jeune. Je suis devenu lent comme un escargot. La vie sociale, les activités, là, ça, c'est pour les jeunes. C'est pas pour les gens de mon âge. J'ai 82 ans, c'est plus mon âge. Et puis, vieillir, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Alors, ce sont des exemples d'autodépréciation. Pas facile, évidemment, de contourner ces croyances. C'est certain que il y a deux attitudes importantes. C'est évidemment l'acceptation de ce qui se passe quand on vieillit, plus évidemment l'adaptation. Je reviens encore à ma perte auditive. Bon, j'entends mal, j'ai de nouvelles prothèses auditives. Alors, j'accepte et puis je vais essayer de m'adapter. Pas facile de s'adapter à des prothèses auditives, par exemple. Surtout quand on arrive, encore une fois, quand on est assez avancé en âge, à 85-87 ans, c'est pas facile de se familiariser avec ces fameuses prothèses, parce qu'au tout début, on va entendre énormément de sons, parce que les prothèses auditives sont avant tout des amplificateurs, et on va entendre des sons qu'on n'entendait plus. Alors donc, il y a un effort d'adaptation à faire. Et puis, il y a aussi le gros problème, encore une fois, que lorsqu'on se retrouve en groupe ou encore dans un restaurant ou encore à un souper du mois, par exemple, comme il y en a dans les résidences pour personnes âgées, à ce moment-là, il y a beaucoup de sons, beaucoup de bruit. Et les personnes qui ont des prothèses auditives auront évidemment des difficultés, en ce sens qu'il y a tellement de sons que ça va évidemment les empêcher de bien entendre ce qui se dit à leur table, par exemple. Alors donc, un effort d'adaptation et évidemment avec de l'acceptation. Alors, donc l'avancée en âge. Les conséquences de l'auto-agisme. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit tantôt, c'est que ça a des effets un peu destructeurs pour l'identité, la personnalité. Et on perd évidemment de son estime de soi-même. Ça, c'est ce qui arrive avec l'agisme qui se tourne vers l'intérieur. On perd de son estime de soi-même. Et puis, ça peut engendrer chez certaines personnes des comportements malsains. On va faire moins d'exercice parce qu'on n'a pas confiance en soi. On va moins marcher, par exemple, parce que la marche est quand même l'exercice par excellence. Certaines personnes aussi vont prendre davantage d'alcool, ou vont peut-être abuser de médicaments.
Tabagisme, excès du côté, évidemment, de fumer. On va fumer davantage, alors que, évidemment, l'idéal, c'est de ne pas fumer. Et puis, autre conséquence parfois qu'on a constatée chez les personnes victimes d'auto-agisme, ces personnes, par manque de confiance, par un effet d'hypocondrie, c'est-à-dire qu'elles vont se sentir davantage malades, elles vont à ce moment-là multiplier les visites médicales. Globalement, encore une fois, chez certaines personnes, il va y avoir une négligence de soi-même parce qu'on a perdu évidemment l'estime de soi-même. Alors donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va avoir aussi une piètre idée de sa santé. Hein. On va penser, ah ben, moi, ma santé est moins bonne, bon, parce que j'ai des problèmes, j'ai des ennuis au quotidien, et on va avoir qu'on appelle une mauvaise perception de sa santé. Alors, ça, c'est encore une fois, on voit toute l'importance des réactions mentales. Avoir une perception néfaste, une mauvaise perception de sa santé, c'est pire, au fond, d'une certaine manière, que l'état de santé même. On dit souvent que quelqu'un qui a un état de santé plus ou moins bon, excellent, mais qui pense que ça va bien, que sa santé est bonne, finalement, va mieux se tirer d'affaire au point de vue de sa santé que la personne qui a une assez bonne santé, mais qui a une mauvaise perception de sa santé. Alors, tout ça pour vous dire que pour vous montrer l'importance d'une bonne perception de la santé. Alors donc, en conclusion, les aînés qui souffrent d'auto-agisme ont tendance à avoir une mauvaise perception de leur santé. Alors, voilà, conséquence de l'auto-agisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire maintenant? Les défis à relever. Comment est-ce que c'est qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter justement contre cette autodépréciation de soi-même? Bon, alors, un grand mot d'abord, il faut faire de la valorisation de soi. Bon, c'est beau de le dire, mais de le faire, c'est autre chose. Alors, il faut, comme on dit, il faut se parler, se dire, bon, moi, je suis capable de faire des choses encore, même si j'ai 87 ans. Oui, je vais être capable d'aller faire mes courses sans problème, même si j'ai 87 ans, je vais être capable de vaquer à mes occupations, se donner confiance, ou refaire un peu sa confiance en soi et se dire, bien, moi, dans le passé, j'ai fait des choses absolument extraordinaires. Je suis capable de continuer, je suis capable d'assumer les responsabilités et je serai à mesure de le faire. Il ne faut pas que je me laisse abattre. Alors, se donner donc de l'assurance et parler de soi aux autres, parler de soi aux autres en termes positifs. Dire aux autres, eh bien, moi, c'est sûr, là, je suis arrivé à un âge avancé, mais, attention, j'ai fait des choses dans ma vie qui avaient de l'importance. J'ai eu un métier qui m'a permis de rendre service à la société. J'ai fait telle chose, j'ai eu de belles expériences. Je me suis occupé, par exemple, d'une œuvre de charité, le comptoir Saint-Vincent-de-Paul à ma paroisse.
Je me suis occupé du comptoir Saint-Vincent-de-Paul pendant 12 ans. Je recevais des gens, puis bon, on échangeait, puis je leur fournissais des vêtements, bon, ainsi de suite. Alors donc, se raconter, parler de soi aux autres, dire ce qu'on a fait de bien dans sa vie. Alors, on peut faire aussi, ça c'est un petit un peu plus compliqué d'une certaine manière, écrire son histoire de vie. Écrire son histoire de vie. On sait que c'est devenu très populaire. Madame Jeannette Bertrand a lancé d'ailleurs une expérience de rédaction de son histoire de vie, un projet, si je peux dire, un projet d'écrire son histoire de vie. Et ça a été très populaire. Et on dirait que ça l'est un petit peu moins depuis peut-être un an, mais ça a été très, on en a parlé beaucoup il y a quelques années d'écrire son histoire de vie. Bon, c'est pas tout le monde qui est familier avec son histoire de vie. Pardon, c'est pas tout le monde qui est familier avec l'écriture ou la rédaction de son histoire de vie. Mais chacun a son histoire de vie et moi je soutiens que chacun se doit de raconter son histoire de vie. J'ai eu l'occasion personnellement de faire la biographie d'une personne assez âgée. La personne, au moment où j'ai fait sa biographie, la personne avait 86 ans et justement, elle avait senti le besoin d'écrire, de mettre sur papier, de coucher sur papier ce qu'elle avait fait dans sa vie. Et à ce moment-là, bien, je l'ai soutenue. On s'est rencontrés à quelques reprises. J'ai pris des notes. Elle m'a raconté sa vie au fond. Elle m'a raconté sa vie. Et pour elle, là, ça a été vraiment une catharsis. Catharsis, c'est-à-dire un bienfait qui vient de l'intérieur en racontant ce qu'on a vécu. C'est des confidences. Elle m'a même d'ailleurs fait des confidences et elle était d'accord pour qu'on les publie. Et cette personne avait eu une vie quand même relativement riche, mais comme beaucoup de Québécois et Québécoises, elle était née dans le centre-ville, dans un milieu assez pauvre. Et puis, elle a quand même survécu, elle a eu beaucoup de courage. Et puis, bien sûr, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et ce travail d'autobiographie a donné lieu à une très belle publication, un ouvrage qui a été un très bel ouvrage. Et le titre de l'ouvrage était Ce voyage vers l'intérieur. Ce voyage vers l'intérieur, c'est un très beau titre. Alors, vous voyez un peu, elle a raconté son passé. Et on a fait un lancement de cet ouvrage et il y avait évidemment au lancement presque une centaine de personnes et ça a été très apprécié par sa famille. C'est un legs qu'elle a fait à sa famille, cette autobiographie. Pardon, cette biographie. Alors donc, c'est un bel exemple. Et elle m'a dit à la fin, que ça lui avait fait un bien immense que de se raconter dans cette biographie. Ça a été une psychanalyse d'une certaine manière parce que ça lui a permis de raconter des choses qui étaient vraiment enfouies en elle-même. Et ça a été d'ailleurs une grande découverte pour les gens de sa famille. Parce qu'on s'est dit, ah, mais maman, on ne savait pas que tu avais vécu telle chose. Ah, mais c'est incroyable ce que tu as vécu et comment tu as réussi à bien
profiter d'une certaine manière de cette expérience. Alors, voilà. Donc, écrire son histoire de vie, marquez-le bien, encore une fois, on peut tout simplement écrire les grandes lignes de son histoire de vie en utilisant un ordre chronologique, 1930, par exemple, telle chose, 1932, telle chose, ainsi de suite, en essayant de se rappeler, évidemment, les dates certaines dates, même si ce n'est pas précis, ce n'est pas pas très grave. Mais à ce moment-là, on couche sur papier les grandes lignes de sa vie et ça permet à ce moment-là de s'apprécier parce qu'encore une fois, il y a des bonnes actions dans chacune de ces histoires de vie. Autre élément important pour lutter contre l'auto-agisme, c'est l'engagement dans la famille ou la société. Alors, faire des choses, c'est ce qu'on appelle aussi, évidemment, le bénévolat. Alors, on peut faire du bénévolat à tous les âges de sa vie. À 80 ans, on peut très bien aller travailler dans une bibliothèque, bénévolement. On peut aussi, évidemment, travailler peut-être aussi dans un CHSLD comme bénévole. Personnellement, j'ai fait du bénévolat et puis j'ai rencontré souvent des gens de 85 ans qui faisaient du bénévolat. Alors, c'est une façon de se revaloriser que de faire du bénévolat. Et ça contribue beaucoup à la vie de la société. On peut faire évidemment, bien sûr, que le premier bénévolat qu'on peut faire, c'est le bénévolat qu'on peut faire dans sa famille. Aider les petits-enfants, aider ses enfants, les petits-enfants, de toutes les façons. Il y a le gardiennage, évidemment, mais aussi on peut aider, comme je le disais un peu plus tôt, on peut aider les petits-enfants à faire leurs devoirs. On peut leur transmettre également des connaissances. J'ai fait des collections, par exemple, dans ma vie, collection de timbres ou d'autres collections. Alors, je peux justement initier mes petits-enfants à l'art de la collection. C'est la même chose aussi du côté peut-être de la musique. Toute ma vie, j'ai joué de la guitare. Eh bien, je peux peut-être aider mes petits-enfants à apprendre de jouer de cet instrument de musique. Alors donc, l'engagement dans la famille et la société, c'est une façon de s'auto-apprécier, qui est le contraire, évidemment, de s'auto-déprécier. Et évidemment, les relations familiales, les relations sociales, eh bien, c'est toujours capital d'avoir des amis, de se confier à des amis et de se raconter à des amis, comme je l'ai mentionné tantôt, pour nous permettre justement de valoriser notre passé et de voir aussi ce qu'on peut faire au présent comme bonne action et comme activité qui permettent de s'épanouir. Alors donc, on voit qu'il y a possibilité de lutter contre l'auto-agisme. Conclusion, alors, l'auto-agisme, c'est une nouvelle réalité. Il y a plusieurs années, on ne parlait pas de cette autodépréciation des personnes. C'est nouveau, ben, c'est-à-dire que la réalité a toujours été là, parce que c'est sûr qu'il y a 20 ans, il y a des gens qui n'avaient pas confiance en eux-mêmes et qui se disaient, ben moi, je ne suis plus capable de faire des choses parce que je suis trop âgé. Ça a toujours existé finalement, l'autodépréciation. Fait assez étonnant, l'Organisation mondiale de la santé a publié en 2021 un rapport sur l'agisme.
en 2021, oui. Et il n'y a absolument rien sur l'auto-agisme. Alors, vous voyez un petit peu comment est-ce que quand on dit que c'est une nouvelle réalité, mais qu'elle est moins bien connue. Et autre phénomène aussi dont on peut parler, c'est que l'auto-agisme vise surtout les personnes les plus âgées. Je ne peux pas établir d'âge, je ne peux pas donner d'informations là-dessus. Ouais, c'est très variable. Je ne peux pas dire que l'auto-agisme guette surtout les personnes de 85 ans et plus. Non. Mais en général, plus on vieillit, plus on s'expose à une autodépréciation de soi-même. Et ça se comprend. Hein, on a parlé des pertes du vieillissement, on a parlé de une perte d'autonomie d'une certaine manière, les difficultés sensorielles, et ainsi de suite. Alors donc, plus on est âgé, plus on est à risque de s'auto-déprécier. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Importance d'information et de l'éducation, encore une fois, comme on le voit dans cette présente intervention, on donne l'information sur ce que c'est que l'auto-agisme et on donne aussi des moyens pour permettre de contourner cette difficulté. Je profite de l'occasion pour vous dire en finale que l'OBS, qui s'est engagé beaucoup dans le domaine de la lutte contre l'agisme. Comme vous le savez, on a fait beaucoup d'ateliers sur l'agisme. On a fait une campagne de sensibilisation à l'agisme, une campagne qui dure depuis plusieurs années. On continue à alimenter cette campagne de sensibilisation à l'agisme. Et on voudrait justement mettre sur pied des projets d'ateliers sur l'auto-agisme, spécifiquement sur ce phénomène d'auto-dépréciation. Alors, on espère que ça pourra être mis sur pied dans un avenir rapproché. Alors voilà, moi j'ai terminé. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Non pas d'échanger, mais de vous présenter plutôt ces différents aspects de l'auto-agisme. Alors, je pense qu'on peut procéder maintenant à une période de questions si la chose est possible. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci André de cette présentation qui était fort agréable. Je vous rappelle que les activités de l'OBS se poursuivent toute l'année dans le cadre de leur 20e anniversaire. Et si vous avez des questions par rapport à la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez toujours les adresser par courriel à l'adresse info@ovs-oas.org. Alors, je répète, info@ovs-oas.org. Alors, encore une fois, merci André Ledoux et je souhaite une bonne soirée à tout le monde et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci, portez-vous bien.